Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on se mettra d'accord certainement aujourd'hui autour de Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Frédéric Dabi, bonjour Pascal. Frédéric Bonjour. Dabi, directeur général de l'IFOP. Vous avez publié La Fracture Bonjour aux Valérie. éditions Les Bonjour à Arènes. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Bonjour. Valérie. Et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Vous êtes en train de mettre votre cravate. Orange, Voilà. T'as trouvé autre chose, un pin? Non, moi j'aime bien les cravates et chaussettes orange aussi. Ah, très bien. C'est les On deux. n'ira pas C'est plus les loin. deux. Oui. Nicolas Corato, Non, on n'ira pas président, plus loin. fondateur du think tank Place de la République. Bonjour, Valérie. On va revenir avec vous, Frédéric Dabi, puisqu'on a la chance de vous avoir sur le sondage présidentiel que vous faites régulièrement. Vous sondez les Français pour savoir quelles sont leurs intentions de vote. Encore une fois, c'est une photographie à l'instant T, mais qui exprime une certaine tendance. Il y a aussi notre rolling IFOP fiducial Sud Radio pour les européennes, qui est intéressant. Qu'avez-vous retenu du discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe? Je vous poserai la question. Les Français musulmans sont-ils discriminés? Et Gérald Darmanin favorable à un couvre-feu? Tous ces sujets, si on a le temps, avec vous. Alors, commençons avec vous, Frédéric. C'est toujours un petit peu en marge. Voilà, je reste en marge. On va de pas parler l'actualité. politique et électoral matin, midi et soir. Moi, c'est le fan de tennis qui parle. J'ai été très longtemps team Federer, mais j'admire la longévité et le courage de Rafael Nadal, qui revient sur le circuit, qui a hier battu un joueur de 16 ans, c'est-à-dire un joueur, Valérie, qui n'était pas né Absolument. quand Rafael Nadal a gagné son premier Roland-Garros en 2004, si je ne me trompe pas, ou 2005. Mais voilà, c'est quand même... Je pense que avoir gagné 13 fois Roland-Garros, c'est le plus grand exploit sportif, tout sport confondu. Je vois pas un autre exploit aussi impressionnant. Et malgré cela, il continue, il fait tout pour revenir en forme. Il reste modeste, il reste très agréable. J'ai été frappé par la poignée de main entre ce joueur de 16 ans qui lui a fait à moitié la gueule et lui qui a été extrêmement souriant. Et puis voilà, on espère tous le voir porte d'Auteuil à partir de la fin mai. Est-ce que Ça sera son dernier Roland-Garros et il y a les JO derrière. Mais j'ai Voilà. vu qu'il y avait une petite polémique tout de même, parce qu'il est quand même... il a 36 ans, Oui. et il est cassé de partout, quoi. Il a poussé son corps au bout du bout. Et, il a été blessé très très souvent. On sait qu'il a une sorte de maladie héréditaire au pied. Il a été d'un courage incroyable. C'est vrai qu'il a été beaucoup moins blessé que ne l'a été Roger Federer. C'est vrai aussi qu'avec les préparateurs, avec tout l'entretien physique, l'époque d'il y a une vingtaine d'années où les joueurs de tennis commençaient à décliner vers 30 ans est complètement révolu. Et c'est vrai pour d'autres sports. Bon, Voilà. c'est dit. Nicolas, vous, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule. Je regarde très peu la télé et encore moins les publicités qui émaillent les programmes, mais j'ai pris connaissance d'un spot de publicité d'une société qui vend des alarmes à domicile et qui utilise comme bande-son et comme soutien de son spot la chanson Bella Ciao, vous savez, cette chanson des partisans antifascistes et antinazis italiens, qui est détournée pour faire la promotion de ce système anti-voleur. Et vraiment, ça m'a révulsé, parce que c'est comme si on utilisait le chant des partisans pour vendre des yaourts ou la Marseillaise pour vendre des chaussettes. Moi, je me suis demandé ce qui s'était passé dans la tête de l'agence de publicité de son client qui s'était retrouvé... c'est surtout les ayants droit qui ont accepté. Alors, les ayants droit, il n'y en a pas, parce que c'est une chanson révolutionnaire, c'est une chanson politique, c'est une chanson qu'ont chanté les résistants aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et au régime fasciste. L'Italie fêtait hier la journée de la libération du fascisme, et nous, sur nos télés, on détourne l'hymne des partisans, de ces 70 000 personnes qui sont mortes et de ces 30 000 personnes qui ont été torturées par les dignitaires fascistes et nazis pendant la Seconde Guerre mondiale dans ce pays, pour vendre une alarme à titre de sécurité. Ce qui me choque le plus, c'est l'inconséquence et l'inculture des personnes qui ont validé ce spot de pub, de ne pas à un moment se demander quelle était la référence à laquelle ils se soumettaient ou à laquelle ils avaient accès. Moi, je suis quand même
mais révulsé de l'idée que pour des questions mercantiles, on en vienne à détourner des symboles. Cette époque de la confusion systématique, où on cite tout et n'importe qui, n'importe comment, commence à poser véritablement problème et difficultés. Et pour revenir au fascisme, le fascisme, ça commence par l'oubli de penser. Eh bien, je pense qu'effectivement, ici en France, nous avons des gens qui ont complètement oublié de penser leur campagne de pub. Je citerai pas la marque, mais véritablement, c'est raté et surtout, c'est scandaleux. Alors, il y a un auteur, donc je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a forcément un ayant droit, Vasco Scanzani. Oui, mais c'est remis en cause. Il y a toute une histoire sur cette chanson et sur l'origine de cette chanson. Mais il a dû entrer dans le domaine public très vite. Mais peu importe d'une certaine manière les droits. Ce qui importe, c'est le symbole et ce que ça veut dire, la signification. Mais bien sûr. Encore une fois, imaginez le chant des partisans de Kessel détourné pour vendre des yaourts. On n'accepterait pas une seule seconde cette idée. Et là, manifestement, en plus, c'est fait mais d'une manière absolument ignoble, c'est nul, c'est vulgaire. Mais par ailleurs, ça n'a aucun sens historique et c'est même franchement scandaleux pour la mémoire de tous ces gens qui sont morts pour leur cause. Moi, je trouve que Nicolas parle d'or. J'avais pas, ça m'avait échappé cette campagne de publicité. C'est vrai qu'il y a vraiment une utilisation de la Seconde Guerre mondiale dans la société, dans le débat politique, souvent absolument ridicule. C'est le point Godwin matin, midi et soir. On le voit sur la guerre, sur les événements de Gaza, où on cherche par exemple à nazifier Israël, où on voit, et je reprends votre terme, Nicolas, l'inculture crasse de très nombreux responsables politique. On se souvient d'une Mathilde Panot sur le plateau de Public Sénat, incapable de savoir où se trouvait Cisjordanie, Transjordanie, où était le Jourdain. Pardon, et je le dis à titre personnel, pas professionnel, le fait que beaucoup d'élus insoumis arborent le triangle rouge comme emblème. Qu'est-ce que c'est que le triangle rouge ? C'est la marque par rapport à laquelle on stigmatisait les premiers déportés membres du Parti communiste allemand dans les camps de concentration allemands. Dachau a été ouvert en mars 1933. De quel droit s'arroger ce symbole ? C'est une question que je pose. Il y a effectivement, et je reprends votre terme Nicolas, du grand n'importe quoi sur l'utilisation de la Seconde Guerre mondiale. On va arriver à l'anniversaire du 6 juin. J'espère qu'on rappellera le 6 juin. J'espère qu'on parlera également de l'événement politique le plus important militaire autour du mois de juin. C'est l'opération Bagration sur le front de l'Est, qui a été en termes d'impact beaucoup plus important que le débarquement en Normandie. Mais voilà, on n'est que dans la passion. On n'est que dans l'invective en utilisant des événements du second conflit mondial. Donc, ce que vous dites, c'est l'écume de cette tendance qui est absolument lamentable. Ouais. En marge de ce que vous dites, parce qu'il y a un sens à la chanson Bella Ciao, moi je suis très choquée que les ayants droit autorisent pour d'autres thèmes, par exemple quand on voit cet extra de Léo Ferris pour une boîte de sardines, ou encore les chansons d'Aznavour pour le Crédit Agricole. Rappelez-vous l'air du Scherzo, de la Reine de la Flûte Enchantée, pour du riz, dont je ne citerai pas de mal, il y a une vingtaine d'années. C'est comme ça. Mais si je peux me permettre, parce que je souscris totalement à ce que viennent de dire Nicolas et Frédéric, juste, il y a peut-être un step qui leur a échappé, c'est que ça a été la musique du générique, si je ne m'abuse, de la série Casa del Papel. Et Casa del Papel, et que malheureusement, effectivement, mais ça va tout à fait dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire que la référence historique de ce chant est totalement occultée, totalement oubliée. Ça n'est plus que la musique de Casa del Papel, et c'est pour ça qu'elle est utilisée dans cette publicité. J'avais cet argument pour les voleurs, etc. Ce qui est totalement ridicule. J'avais cet argument en tête, mais c'est une fiction, la Casa del Papel. Et ça a fait référence aussi au caractère révolutionnaire. Mais ça explique complètement. L'homme de média qui est Pascal explique le pourquoi du comment. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans l'esprit de ces publicitaires, malheureusement, et des jeunes qui regardent les pubs, eh bien, ce chant sublime n'est plus que le générique d'une série espagnole. Vous avez trouvé pourquoi on avait utilisé cette musique pour cette pub. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Vous avez publié La Fracture aux éditions Les Arènes. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Et Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. On va revenir sur le discours d'Emmanuel Macron.
ce que vous en avez retenu, si vous avez écouté ces 2 heures de discours. En tout cas, force est de constater que les chaînes d'infos étaient plutôt sur Kenji Girac, ce qu'on expliquait dans l'émission Média, que sur le discours d'Emmanuel Macron. On va revenir sur votre sondage sur les élections présidentielles avec Marine Le Pen, qui, vous allez nous donner les chiffres dans un instant. Gérald Darmanin favorable au couvre-feu et les Français musulmans qui se disent discriminés. Un livre paraît sur le sujet. Ce matin, on entendait également sur BFM la mère de l'un des 2 agresseurs présumés de Grande-Synthe dire que son 2e fils était stigmatisé. On revient sur ces sujets avec vous. On continue notre tour de table. Pascal Bataille, c'est un coup de gueule? Oui, un coup de gueule. Enfin, c'est un questionnement, on va dire, qui pourrait prolonger ce qu'a dit Nicolas Corato tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut se demander aujourd'hui ce qu'on apprend à l'école, puisqu'on apprend plus ce que c'est que Bella Ciao ou effectivement la pratique du français et de l'orthographe, mais on n'apprend pas non plus manifestement les choses qui pourraient préparer au métier de demain. J'en veux pour preuve l'alerte qui est lancée par Numéum, c'est l'organisation professionnelle du numérique en France, qui nous dit 2 choses. Elle dit d'une part 85%, c'est énorme, des métiers qui seront exercés dans les années 2030-2040 ne sont pas encore connus aujourd'hui et identifiés. Et deuxièmement, il y a une carence terrible de formation dès le scolaire de nos enfants et de nos étudiants à ces métiers de la technique, du numérique, etc. Et c'est vrai que pour connaître quelques bons élèves, puisque j'ai encore un fils de 15 ans et qui sont dans des établissements parisiens réputés, dans les classes d'excellence, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui encore aux enfants? On leur fait faire allemand première langue, et à côté de ça, effectivement, ils apprennent pas ni à coder, ni des bases de cet enseignement numérique qui devrait aujourd'hui être obligatoire dans les écoles. Donc voilà, c'est pas un coup de gueule, c'est une inquiétude, c'est un questionnement sur qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui vraiment à l'école, parce que j'ai l'impression que on n'apprend plus ce que nous apprenez nous, et on n'apprend pas non plus ce qui pourra leur servir demain. Donc ils font quoi? Mais la France a du retard, de toute façon, sur ça. Et c'est ce que dit d'ailleurs Rafik Smati dans son bouquin sur l'intelligence artificielle. Il faut absolument aller dans cette évolution si on veut pouvoir la maîtriser et la comprendre. Donc oui, sauf que l'école, il y a un moment, on est un petit peu, on est un petit peu au bout des matières, et il faudrait effectivement peut-être repenser tout le système. Oui, mais ce que dit Pascal me paraît fondamental. En fait, on a besoin d'un système de formation aux compétences. Et pas à des diplômes. On a besoin de compétences. Bien sûr. Et il y a des compétences extraordinaires qui en plus sont là, mais que des jeunes pourraient vouloir faire prospérer en eux-mêmes et pour leur avenir personnel, mais qui ont besoin d'avoir des aînés qui leur montrent le chemin. Et ça, ils les trouvent pas. Et c'est dramatique. Donc c'est aussi un manque à gagner en termes d'épanouissement, d'ascenseur social, c'est pas que pour l'économique, c'est même pour l'épanouissement des personnes. Un jeune qui est doué sur l'informatique, il aura du mal, s'il se débrouille pas par lui-même, à faire valoir ses compétences, parce que à l'école, je crois pas. Et peut-être, pour prolonger, aussi dire qu'il y a une autre inquiétude, c'est que ces nouveaux métiers de numérique sont trustés par des hommes, par des garçons. Les filles sont sous-représentées dans ces métiers qui sont les métiers d'influence et de pouvoir de demain. Tant et si bien que certains chercheurs commencent à s'inquiéter, puisque si ceux qui programment les algorithmes de l'intelligence artificielle qui risquent de scander notre vie dans les 20 ans ou 30 ans à venir sont exclusivement des hommes, il y aura certainement des biais, disent certains spécialistes. Et donc, c'est très inquiétant, y compris en termes politiques et démographiques, de voir que ce nouveau secteur économique, qui est le secteur économique de l'avenir, est quasiment désinvesti par les jeunes femmes. Nicolas Corato, coup de gueule. Michel Taub. C'est bonjour. C'est mon cerveau qui... Bonjour, Jacques Bourdin. Non, il n'y a pas de... Michel Taub, vous aviez un coup de gueule. Ouais, alors en fait, c'est 2 coups de gueule. Et en fait, vous rappelez à chaque fois, et Valérie Expert, je crois que vous êtes la seule journaliste qui m'en sur des plateaux qui le rappelle à chaque fois, je suis le fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, et je vous en remercie, parce que c'est 10 ans de ma vie, et ça, quelque chose qui reste évidemment
très profondément ancré en moi. Et en fait, il se trouve qu'il y a un grand rappeur iranien, c'est le plus grand rappeur iranien, Toumaj Salehi, dont j'ai été saisi déjà il y a plus d'1 an par sa cousine maternelle, qui est une grande ingénieure française, qui s'appelle Shabnam Khosravi, et qui se bat pour défendre son cousin, donc Toumaj. Toumaj est un rappeur iranien. Il s'est engagé dans le mouvement Femmes, Vie, Liberté lorsqu'il y a eu cette extraordinaire révolution iranienne, parce que c'était et c'est toujours une révolution en septembre il y a 2 ans, 2022, et malheureusement il a été arrêté par la police iranienne. Il a été emprisonné, il a été torturé à plusieurs reprises. Il y a une forte mobilisation de la communauté internationale, notamment en France. Nous avons, avec sa cousine Shabnam Khosravi, publié un appel à sa libération au couple Macron et au couple Biden lorsqu'ils se sont rencontrés l'année dernière. Et malheureusement, la nouvelle est tombée hier. Il a été condamné à mort par le tribunal d'Ispahan pour corruption sur terre. Le motif de sa condamnation à mort, c'est corruption sur terre. Et sa cousine est effondrée. Il a parmi ses avocats un avocat français, Dylan Slama. Il faut réagir. Moi, je voudrais profiter de cette antenne pour appeler le président de la République, Emmanuel Macron, appeler l'Union européenne à protester, à exiger que de la justice iranienne qu'elle revienne sur cette condamnation à mort. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 580 exécutions en Iran l'année dernière. Donc malheureusement, la situation est très grave parce que comme sa condamnation est finalement très politique, on peut vraiment craindre pour sa vie. Il faut que tout le monde se mobilise pour Toumaj. Ouais, mais comment se mobiliser? Et mon deuxième... Non, vous savez, c'est le syndrome d'Amnesty International. Amnesty International a été créé dans les années 60 pour uniquement une chose, c'est qu'on parle publiquement de personnes poursuivies pour raisons politiques dans leur prison, où que ce soit dans le monde. Et la seule défense possible pour une personne condamnée pour des raisons politiques, c'est qu'on en parle. C'est même pas des avocats, c'est qu'on en parle. Donc tout le monde doit en parler, et tous ceux qui se taisent seraient coupables. Et notamment, c'est mon deuxième coup de gueule. Hier soir, à 21h, il y a eu, à la télévision, sur une chaîne, un événement qui s'appelle Les Flammes. Des musiques urbaines. Les trophées, les 24 trophées des rappeurs et musiciens, artistes, producteurs dans le monde du rap, du hip-hop et des autres musiques urbaines. Toumaj a été condamné à mort, la nouvelle est tombée hier matin. Et hier soir... Les trophées des Flammes n'en ont pas parlé. Personne n'en a parlé. Lamentable. C'est un scandale. Donc moi j'appelle, c'est ce que nous avions essayé de faire l'année dernière, j'appelle les rappeurs. Le premier d'entre eux, le plus connu en France, il s'appelle Booba. Booba, il n'a pas participé aux Flammes hier. Donc moi j'appelle un Booba à sauver l'honneur des Flammes, en prenant la parole et en disant, il faut se mobiliser pour Toumaj. Il est en danger de mort. Il est condamné à mort. Et il faut qu'il y ait un minimum de solidarité entre tous les artistes qui se reconnaissent dans son art. Et donc c'est une question de liberté, c'est une question de respect de la personne humaine. Il faut que tous ces rappeurs se mobilisent, et il faut que la France, l'Union européenne, dont je rappelle que l'abolition de la peine de mort fait partie de leurs obligations diplomatiques de militer contre la peine de mort dans le monde, tout le monde doit se mobiliser pour Toumaj. En revanche, Assa Traoré était sur place, et les discours pro-palestiniens étaient évidemment de mise lors de cette soirée. Mais effectivement, vous avez raison qu'il y avait cet oubli assez dommageable. Moi, je comprends complètement la colère et l'émotion de Michel. C'est absolument lamentable. Ça reprend ce qu'on s'est dit tout à l'heure. L'ignorance, l'indignation sélective, l'obsession sur telle ou telle cause par rapport à une autre. Mais c'est vrai qu'hier, c'était quand même le moment idoine pour pouvoir parler de ce condamné à mort. C'est vrai qu'à l'époque où Amnesty n'était pas ce qu'elle est devenue, ne s'était pas fourvoyée, il jouait beaucoup sur les pétitions, sur les lettres à envoyer à un chef de l'État. Pourquoi ne pas envoyer des millions de lettres aux mollahs et aux gardiens de la Révolution? Et c'est vrai que, bien sûr, l'espoir est mince, mais il faut
le tenter. Et c'est vrai que ce qui se passe en Iran depuis septembre 2022, je crois qu'on compte par dizaines et centaines les condamnés à mort et les exécutions par pendaison. Qui s'en indigne aujourd'hui en France? Mais qui s'indigne du sort des femmes pas afghanes, les féministes en tout cas. Des femmes afghanes. Enfin, il y a quand même un nombre de causes. Mais là, en particulier, c'était la soirée des musiques urbaines. C'est un rappeur, Toumaj. On peut peut-être, je crois qu'on a un extrait. On peut l'écouter. Si je peux dire, pendant que on entend Toumaj, j'aimerais aussi m'adresser plus particulièrement à Rachida Dati. Madame Dati, vous êtes ministre de la Culture. Vous avez dit que votre place était hier parmi les flammes. Très bien. Mais dans ce cas-là, mobilisez-vous pour Toumaj. C'est une cause qui vous concerne. Ça concerne la culture et ça concerne la liberté dans le monde. Oui, c'est d'autant plus important. D'abord, je rends hommage à l'action de Michel Taube et plus largement à tous ceux qui participent à Ensemble contre la peine de mort. C'est d'autant plus important qu'on sait que ça fonctionne, que ça marche. C'est-à-dire que ça n'est pas vain, y compris face à des régimes aussi cyniques que le régime des mollahs iraniens. Je prends un exemple qui est celui de Nasrin Sotoudeh, qui est une avocate qui a été emprisonnée, condamnée à mort, condamnée à recevoir 162 coups de fouet. Et grâce à la mobilisation notamment du milieu juridique des avocats, Nasrin Sotoudeh a pu non seulement voir sa peine suspendue, mais a même pu quitter provisoirement, avant d'être réincarcéré, la prison de Téhéran. Donc on sait que ce régime est sensible aux mises en cause internationales. C'est un régime cynique, c'est un régime qui fait très attention à sa réputation, et donc oui, plus on fera de bruit, et plus on parlera de Toumaj et des autres, et plus on pourra les mettre un tout petit peu plus en sécurité. On va y revenir. Je vous donne la parole, Pascal. On déborde un petit peu, mais je vous la donne au retour. Je vous la donne au retour de pub. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous nous faites vivre les matchs, la façon que vous les commentez, que ce soit la Pro D2 ou le Top 14, c'est que du bonheur. Voyez, il n'y a pas besoin d'y voir avec vous, c'est comme si on y était, quoi. Voilà. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on continue nos débats. Et Pascal Bataille, vous vouliez réagir également au coup de gueule de Michel Taube. Juste renchérir sur ce qu'a dit Michel et ce qu'ont dit ensuite Frédéric et Nicolas. On avait quand même hier l'artiste primé, qui est l'artiste française aujourd'hui la plus vendue et la plus écoutée dans le monde. Et qui est censé porter la voix de la France le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques. Moi, j'ai rien contre, je prends pas position là-dessus, mais que cette personne-là n'ait pas effectivement le sens des responsabilités que ça donne d'être la voix de la France et qu'elle ne soit même pas capable de, sur un sujet aussi important que le sort des artistes dans des pays totalitaires, dans des pays où la liberté d'expression c'est leur famille, c'est leur ne veut plus rien dire, c'est effectivement très regrettable. Et je pense qu'on est depuis le début de l'émission dans le même sujet, c'est le manque de culture, le manque de connaissances. Le manque d'implication. Vous aviez des gens qui organisent les flammes, ne sont pas des abrutis. Vous aviez des humoristes comme Walidia qui travaillent sur France Inter, donc qui sont un peu informés. Donc l'excuse de ils savaient pas, ils ont à savoir. C'est quand même du rap. J'ai même pas dit ils savaient pas. Je pense que ils sont pas concernés, quoi. En fait, à la réflexion, c'est même pas tellement l'événement des flammes, parce qu'à la limite, Yana Kamura était peut-être dans sa bulle pour préparer son show, etc. Mais là, ils sont maintenant au courant, quoi. Oui. Là, ils sont au courant. Non, donc, mais là, ce qui les mobilise, c'est Jordan Bardella. C'est Kenji Girac, c'est les cas et les J. C'est Kenji Girac et le fait qu'on ait dévoilé des aspects de sa vie privée. Au-delà de ce milieu des musiques urbaines, tous les artistes pourraient se sentir concernés. Et effectivement, moi, les tweets que j'ai vus passer hier, ou les déclarations scandalisées que j'ai vues passer, c'est parce qu'un procureur de la République a donné quelques informations sur la vie privée de Kenji Girac. Enfin, où sont nos indignations et où sont effectivement... Et comme le rappelait Nicolas Corato, qui a été un des piliers du barreau de Paris en son temps, à une certaine époque, encore une fois, ça marche la mobilisation. On peut sauver Toumaj, on peut le
sauver, véritablement. Et donc la seule manière, c'est d'en parler. Et merci d'avoir passé la musique de Toumage. Absolument. Alors, on va parler de votre sondage, Frédéric. On en profite. Vous êtes rare sur les plateaux. Enfin, sur le nôtre. J'étais là hier. Chez Philippe David. Ici. En fait, il dort ici. Mais dans la matinale 2 fois cette semaine, quand même. Je parlais de moi. Vous avez raison. Voilà. Vous en parlez très bien, d'ailleurs. Donc, oui, merci. Vous reviendrez. Donc, sondage présidentiel. Donc, certains disent, mais ça rime à rien de faire ça 3 ans avant, machin. Néanmoins, vous observez, vous, une évolution, une tendance à travers les sondages. Donc, que dit votre sondage ? Vous avez raison de rappeler un élément de prudence méthodologique. Ce n'est en rien une projection sur 2027. On ne sait pas qui sera candidat, on ne connaît pas le contexte politique, le narratif de ce moment-là, mais ça nous renseigne beaucoup sur le moment politique actuel. Ce qui frappe, c'est cette domination de Marine Le Pen que l'on n'a jamais vue à un tel niveau avant une élection présidentielle. Selon les hypothèses, on a élaboré avec Sud Radio et le FIGMAG 9 hypothèses de premier tour. Elle est entre 33 et 36%. D'abord, le niveau frappe. Dans l'histoire d'une présidentielle, c'est du François Mitterrand 88 qui avait obtenu 34%. C'est le fait qu'elle ait son les hypothèses entre 10 et 20 points sur le deuxième, 20 points d'avance. Bien sûr, à 3 ans du vote, ça ne veut rien dire, mais c'est quand même très significatif. Et ce qui frappe le plus, c'est sa structure électorale. Et je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, le jean-marisme est mort. Qu'est-ce que c'était que le jean-marisme ? C'était la structure électorale du FN de Jean-Marie Le Pen, et même des débuts de Marine Le Pen, c'est-à-dire un électorat masculin, jeune, ouvrier, sans diplôme et pauvre. Sont des catégories où le RN reste très fort, mais aujourd'hui, il n'y a plus de terre inconnue, il n'y a plus de citadelle imprenable. Marine Le Pen fait par exemple 22% de mémoire chez les retraités, 21% chez les cadres supérieurs et les professions libérales. Alors c'est en dessous de cette moyenne de 33-34%, mais c'est très significatif. Et puis, on peut perdre une présidentielle en ayant le vote des seniors. Giscard en 81, Sarkozy en 2012, mais on ne peut pas gagner une présidentielle sans avoir la France active, la France du travail, la France qui se lève tôt, et cette France qui s'est donnée à Nicolas Sarkozy par exemple en 2007 ou à François Hollande en 2012, Marine Le Pen est archi-dominante. Elle est à plus de 38% chez les salariés. Elle obtient des scores très élevés dans les catégories générationnelles moyennes. Donc on voit qu'elle est de plus en plus incontournable, et ça corrobore nos enquêtes qualitatives où on n'est pas sur du chiffre, on est sur du discours. Sur du discours, sur les traits de caractère. Et des phrases comme « c'est son tour », « pourquoi pas elle ?» En fait, on ne l'a jamais essayé. Raconte l'histoire politique des 15 dernières années où les Français nous disent « on a été trahi par Nicolas Sarkozy, ultra déçu par François Hollande, Emmanuel Macron a été bon pour gérer les crises, mais il se passe plus rien. » Donc, c'est son tour. Donc, c'est quelque chose, ça ne veut pas dire, son âge ne dit absolument pas, et je fais très attention de ne pas parler des seconds tours que nous avons testés qui n'ont peu d'intérêt, même si on la donne gagnante à chaque fois, mais sur ce socle de premier tour. Que dit le sondage alors ? Elle arriverait en tête au premier tour ? Oui, tout à fait. Face à tout le monde. Face à tout le monde. Édouard Philippe est le meilleur candidat du bloc central, mais dans l'hypothèse avec Marine Le Pen, il est quand même relégué à 10 points, 34-24. Gabriel Attal tient le choc, également avec 20%. C'est une baisse très forte pour Bruno Le Maire et Gérald Darmanin aux prises sur les 2 grands sujets qui provoquent l'insatisfaction, la dette et des questions sécuritaires. Et puis, à gauche, un 4e, 21 avril, semble en vue, en dehors d'un Jean-Luc Mélenchon qui a un score élevé mais qui est incapable d'élargir ce socle de premier tour. Aucun candidat n'est en situation de l'emporter. Il est entre 13 et 16%, c'est un score élevé. Pour reprendre une phrase de Françoise Degois, c'est l'homme le plus riche du cimetière de la gauche, dans le sens où c'est le meilleur score à gauche, mais on voit très bien que c'est aussi l'homme politique qui génère le plus de mauvaises opinions. Dans la perspective d'un second tour, c'est un frein rédhibitoire. On y revient dans un instant et vous pourrez réagir à ce que vient de dire Frédéric Dabi. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Ça s'est passé sur Sud Radio. Quand un gamin casse une voiture et que une demi-heure après, les policiers sont obligés de les laisser ressortir parce qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, soi-disant, forcément, le surlendemain, ils les retrouvent dans la rue pour recommencer la même opération. Plus on laisse faire, et plus on s'autorise des choses. Si on commence à autoriser les enfants à laisser leurs papiers par terre, le lendemain, on va les autoriser à cracher sur leurs voisins, et le surlendemain, à leur mettre une baffe, et le surlendemain, à prendre une barre de fer pour leur taper sur la figure. Sud Radio, parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons à commenter l'actualité. Nous revenions sur le sondage que vient de nous dévoiler, de nous expliquer Frédéric Dabi. Marine Le Pen, donc autour de 35% des intentions de vote pour 2027. On voit que le RN est également très haut pour les 31% pour les européennes. Donc il se passe quelque chose, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, des catégories de population qui ne votaient pas Rassemblement National, qui aujourd'hui, Nicolas Corato, sont séduits par le discours et peut-être plus que par le discours, parce que c'est un vote de protestation et comme le disait Frédéric, on n'a pas essayé, pourquoi pas. C'est adhésion ou protestation. Manifestement, ça va au-delà de la protestation. Je ne sais pas si on peut parler d'adhésion. En tout cas, on sent bien qu'il y a un désir du Rassemblement National qui s'étend dans la population, qui touche des catégories socio-professionnelles dont on pensait que jamais elles n'iraient jusqu'à ces votes extrêmes. Je prends l'exemple, par exemple, des enseignants, dont on voit, certaines études montrent effectivement qu'il y a là aussi un mouvement idéologique, culturel très profond. Et effectivement, on sent ce désir des idées du Rassemblement National monter dans la population. Et ce qui est intéressant avec ce sondage, au-delà des résultats qu'il projette, c'est effectivement l'étude de ce socle électoral qui est en train de se constituer, qui a l'air quand même très massif sur des populations qui, par ailleurs, sont des populations qui ont l'habitude de se mobiliser pour aller voter. Je rappelle que, je ne dirai pas devant Frédéric Dabi, que très souvent le problème du Rassemblement National, c'est la mobilisation de son électorat. Manifestement, ces catégories socio-professionnelles-là sont des catégories qui ont l'habitude de se mobiliser. Donc, ça rend d'autant plus crédible la probabilité d'un succès électoral du Rassemblement National aux prochaines échéances électorales. Je rajoute un petit point, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'effet que produisent les sondages dans la vie politique française, et pas uniquement la manière dont ils procèdent. Et que moi, je suis assez curieux de voir ce qui se passera au sein de l'extrême droite, c'est-à-dire au sein du Rassemblement National par ailleurs, mais aussi avec Reconquête, lorsque, si les choses se confirment, M. Bardella connaîtra un des succès historiques aux élections européennes, Mme Marine Le Pen créditée de ce genre de sondage. On voit très bien aussi que la machine à perdre, qui a été celle de beaucoup de partis politiques dits classiques, pourrait aussi demain concerner le Rassemblement National. Finalement, 2027, c'est très loin, et il y aura peut-être une lutte en termes de leadership dans ce parti. Alors, je complète ce qu'a dit Nicolas par une information que je n'ai pas donnée. On a testé 9 hypothèses. On a bien sûr testé des hypothèses Bardella face à Édouard Philippe et Gabriel Attal. Il arrive entre 30 et 33%, ce qui est un chiffre hallucinant. Jordan Bardella, il y a le milieu des journalistes qui disent peut-être qu'ils pensent à 2027, peut-être que ça crée des tensions, mais pour la plupart des Français, il n'a jamais fait le début d'un commencement d'une esquisse de pas vers 2027. On le teste à la place de Marine Le Pen, il fait un peu moins bien qu'elle, mais 30-33%, on est d'accord. C'est des scores qui permettent à 100% d'atteindre le second tour. Pour l'instant, la présence de Bardella, à mon sens, c'est un atout formidable pour Marine Le Pen parce que il lui permet de prendre du champ, de sculpter sa stature. Il empêche Marine Le Pen de prendre tous les ballons. Elle est plus sur son aventin. Mais voilà, quid de ces élections européennes. Rappelons que, sauf dissolution que personne ne peut prévoir, ça sera le seul scrutin du cycle électoral du quinquennat où il y aura une dimension nationale. Ça peut et peut-être aiguiser des appétits. Non, on a l'impression de vivre la marche inexorable vers le pouvoir de Marine Le Pen. Et ça se prépare depuis longtemps. Il y a la semaine dernière, ça faisait... c'était le 21 avril, rappelez-vous le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen, et 22 ans après, on a Marine Le Pen qui est donnée comme très très largement en tête dans un énième sondage. Donc je pense qu'effectivement, en l'état des choses, et s'il n'y a pas évidemment un nouveau venu sur la scène politique, ça peut toujours évidemment arriver. On est quand même assez loin de. Oui, évidemment, il peut y avoir énormément de surprises, mais en l'état, c'est pas en l'état des choses, c'est en l'état des femmes et des hommes qui sont dans le paysage politique français. Je vois pas ce qui pourrait changer d'ici 2027. Il y a quand même, et même les hypothèses en l'état des forces politiques actuellement présentes. Si on retrouve les mêmes dans 3 ans,
je ne vois pas comment les choses peuvent changer. Et pire, moi, les scénarios auxquels je pense... Non, mais je parle dans l'état des femmes et des hommes présents. Pire, c'est que il y a certaines hypothèses auxquelles je pense, mais qui assuraient encore plus l'élection de Marine Le Pen. Exemple, sauf si je me trompe, Frédéric Dabi, dans votre étude, vous sondez les Français sur une hypothèse qu'il n'y aurait qu'une personne pour reprendre le flambeau d'Emmanuel Macron. Mais ça, c'est de la pure théorie. Je suis désolé. Ce qui est beaucoup plus probable, c'est qu'en 2027, on ait plusieurs candidats issus d'un Macronie. On en sait rien. Mais c'est possible. C'est possible. Il faut dire les choses. Moi, je considère Michel, politiquement... On peut pas avoir des certitudes assénées sur ce qui va se passer dans 3 ans. Vous dites que c'est sûr. Non, j'ai jamais dit que c'est sûr. Vous dites que Non, j'ai dit que ce qui est plus probable, c'est que la Macronie ne survive pas, que la Macronie ne survive pas à Emmanuel Macron. Eh ben moi, regardez François Hollande. François Hollande quoi ? Justement, la Hollandie a éclaté dans la foulée de François Hollande. Quand il a été non, mais élu, attendez, on ne peut pas écarter l'hypothèse. On ne peut pas écarter l'hypothèse qu'il y ait plusieurs candidats issus de la Macronie. Et dans cette hypothèse, les scores de la Macronie c'est encore plus mauvais, et on aurait encore plus devant Marine Le Pen et une personne qui est déjà très haut, qui est Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais que Pascal Bataille puisse s'exprimer aussi. Un mot, moi, ce qui m'intéresse surtout, effectivement, parce que à 3 ans, ça me semble très difficile de se projeter. On a vu avec Emmanuel Macron que personne l'avait vu venir encore 18 mois avant. C'est que ça dit 2 choses, et Frédéric et Nicolas l'ont souligné. C'est que d'une part, il n'y a plus de plafond de verre pour le Rassemblement national, parce qu'effectivement aujourd'hui, il n'y a plus de tabou à voter Rassemblement national, y compris dans des professions et des catégories socio-professionnelles qui jusque-là ne pouvaient même pas envisager l'idée d'y songer un jour. Et deuxièmement, ça dit aussi malheureusement, à mon avis, malheureusement, le fait que les politiques au pouvoir et ceux qui veulent proposer des alternatives, c'est-à-dire les autres partis, n'ont aucune solution crédible aujourd'hui par rapport à nos compatriotes sur les sujets qui les préoccupent. Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, la sécurité, le pouvoir d'achat, les problèmes effectivement d'instabilité internationale, et que la seule, et ça me semble moi très regrettable, parce que je ne pas l'impression que les solutions qu'elle propose soient vraiment convaincantes, c'est dire à quel point les autres ne le sont pas, ou ne sont pas crédibles, en tout cas, ou ne sont pas entendus. Et je pense que c'est ça qui est le plus inquiétant dans ce sondage, dans ce que dit ce sondage, c'est que aujourd'hui, si le Rassemblement national est capable de mobiliser, s'il y avait une élection aujourd'hui, plus de 35% sur le nom de Marine Le Pen, c'est parce que il y a une faillite générale des autres partis et des autres propositions. Mais il y a une faillite, mais il y a aussi une adhésion. Frédéric, est-ce que c'est un vote Alors, c'est la question qu'on pose toujours, et qu'on a essayé non pas de répondre, mais d'essayer de trouver des éléments. Vous vous rappelez qu'on a fait à plusieurs reprises ensemble avec Sud Radio et JDD une radioscopie du vote RN, où on part d'un échantillon très large de Français pour en isoler une part de 1000 qui ont au moins voté une fois pour le RN. Et en 2017, l'idée qu'on vote pour le RN par protestation était quasiment dépassée des 2/3. Protestation ou par conviction, par adhésion. On est quasiment maintenant, pas sur du 50-50, mais sur du 40% sur un vote d'adhésion, et qui est majoritaire dans les jeunes, chez les jeunes générations, qui n'ont pas connu et qui ne s'intéressent pas aux excès passés de Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, c'est une réponse qu'assène assez souvent Jordan Bardella quand on le relance sur le détail, sur du Durafour crématoire. Il dit écoutez, en 88-89, je n'étais pas né. Et c'est vrai que, alors c'est une manière d'ouvrir le parapluie, mais c'est un argument très fort qui explique le vote d'adhésion. Et par rapport à ce qu'a dit Pascal, qui est très très intéressant, effectivement, le succès du RN, c'est ce que je disais, c'est ce récit sur mais les autres ont complètement échoué. Et c'est en ça que l'affaire de la dette est une véritable catastrophe pour le bloc central, parce que la dette n'est pas un sujet majeur pour les Français. Beaucoup pensent que le quoi qu'il en coûte, l'argent coule à flot, ce qui n'est bien sûr pas le cas. Mais ça enlève un crédit de compétence à la Macronie
sur le mode, finalement, ils sont aussi mauvais que les autres. La dette est beaucoup montée sous Nicolas Sarkozy. Elle est beaucoup moins montée, voire elle a été bien contenue sous François Hollande. On oublie de dire que le bilan économique de François Hollande, sur beaucoup de faits objectifs, n'était pas mauvais, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, ça accrédite l'idée que dire que Marine Le Pen n'est pas compétente, finalement, par rapport aux autres, pourquoi pas. Si je peux juste rajouter quelque chose, moi je crois pas trop, mais pardon, je suis pas beaucoup moins spécialiste que mes trois camarades autour de la table, mais je crois pas trop aujourd'hui au vote d'adhésion, parce que quand on regarde... Il est minoritaire, 40-60. Quand on regarde vraiment les propositions de Marine Le Pen, du Rassemblement National, elles sont en évolution constante. Il y a pas de ligne. Il y a pas si longtemps, elle voulait sortir de l'euro. Enfin, aujourd'hui, il n'en est plus évidemment question. Je pense qu'on reste quand même dans un vote protestataire pour une part, et surtout de ne pas se retrouver ailleurs, et d'une sorte de flou, de brouillage des idées aujourd'hui, qui fait que la seule qui semble crédible, c'est elle. Absolument. Je vous propose qu'on marque une pause. On va parler d'Emmanuel Macron et de ce discours de 2 heures hier. Qu'en avez-vous retenu? À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Hier, Emmanuel Macron prononçait un long discours, près de 2 heures, à la Sorbonne, un discours sur l'Europe, dans lequel il a mis en garde contre la mort de l'Europe. Il a appelé également à une Europe puissante, en particulier en matière de défense et d'investissement. Je le disais sous forme de boutade, néanmoins, je trouve que c'est un discours qui s'adresse, je ne sais pas à qui il s'adressait, en tout cas le grand public visiblement n'en a pas retenu grand-chose. Les chaînes d'infos étaient beaucoup sur Kenji Girac et ont assez peu décrypté ce discours, et à part ces 2 points, je ne sais pas ce que les uns et les autres en ont retenu, Nicolas Corato, et à qui il s'adressait en fait. D'abord, souvenez-vous de ce qu'on a dit les uns et les autres depuis quelques jours quand on nous a annoncé ce grand discours, que c'était une manière pour le président de la République de s'immiscer ou de participer à la campagne française pour les élections européennes. On peut au moins lui faire le crédit que ça n'est pas un discours qui a été écrit ni pensé pour avoir la moindre conséquence sur la politique intérieure française. Moi, je retiens de ce discours d'abord que c'est un discours de responsabilité, de maturité, beaucoup moins lyrique que celui d'il y a 7 ans, beaucoup plus dense et beaucoup plus grave. C'est je trouve, un grand discours de dirigeants européens. On n'est pas obligé de partager les opinions ou les orientations du président Macron, mais à qui il s'adressait, peut-être à la vie d'après du président Macron, qui peut-être vise un destin plus européen. En tout cas, c'est un discours il faut lire plutôt qu'écouter, parce que le président Macron n'est pas un très grand orateur, mais pour le coup, le discours est plutôt bien écrit. Il est en ligne sur le site de l'Élysée. Moi, j'invite les uns et les autres à aller le regarder. C'est un discours qui pose un diagnostic qu'il faut écouter, qui est très pédagogique, et puis qui propose, et c'est intéressant, un certain nombre d'évolutions des institutions européennes dans une tradition française qui reste hésitante entre le souverainisme et le fédéralisme. Et on voit qu'Emmanuel Macron est de plus en plus européen, mais de moins en moins fédéraliste, et s'inscrit de plus en plus dans la tradition française, y compris lorsqu'il présente une idée de politique de défense qui finalement se regrouperait autour du pôle que constitue l'armée française, et qui permettrait non pas de fédéraliser la défense européenne, mais de la regrouper sur un principe d'État-nation. C'est très intéressant, c'est un discours, je ne sais pas s'il fera date, mais c'est un discours très important, je trouve, pour la suite. Mais c'est un discours de campagne ou pas pour justement, vous? C'est la question qui se pose. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Nicolas, qui est absolument juste. L'Europe qui peut être mortelle, j'ai pensé tout de suite à Paul Valéry. Nous autres civilisations savons que nous sommes mortels au sortir du premier conflit mondial. C'est vrai que, à qui s'est-il adressé? C'était clairement un discours présidentiel. C'est clair. Mais il y a une dimension électorale. On sait que la liste de la majorité est en grande difficulté. Les ferments du vote sanction sont là. Donc, d'un côté, il aurait pu être beaucoup plus électoraliste, appelé à mobiliser son camp, envoyer des signaux forts à cet électorat de la France du oui, du 29 mai 2005, cet électorat pro-européen, qui en 2019 n'avait pas le choix. Il ne pouvait voter quasiment que pour la liste En Marche. Là, il peut voter Glucksmann, il peut voter François-Xavier Bellamy, et il peut voter pour Valérie Hayé. Il n'est pas entré
si loin du vote dans cette logique électoraliste. Et c'est peut-être ça qui va pêcher pour la liste de la majorité, qui est en grande difficulté, qui a du mal. Mais est-ce que c'est de nature à faire bouger les choses ? Non, je pense que sur le court terme, non, mais c'est vrai que c'était un discours. Alors, c'est intéressant ce que dit Nicolas. À lire plus qu'à écouter. Qui ira lire l'exhaustivité du texte sur le site de l'Élysée? Mais est-ce qu'il prépare l'avenir aussi? Il y a aussi son avenir à lui, oui. Ben, on voit très bien. Est-ce qu'on n'imagine pas un président à moins de 50 ans quittant l'Élysée et devenant retraité? Alors, je pense qu'il n'imagine pas aussi être dans la posture d'un Barack Obama qui a donné les clés de la Maison-Blanche à Donald Trump, par rapport à notre débat précédent. Oui, mais enfin, là, si on en croit vos sondages de tout à l'heure, il risque de donner les clés à Marine Le Pen en 2027. Hein. Ouais. Mais en fait... Moi, je suis très gêné parce que je suis profondément européen. J'ai été il y a très longtemps secrétaire général des Jeunes Européens fédéralistes. Je suis pro-européen et je vois évidemment l'Europe se déliter, l'Union européenne avoir complètement dévié de sa mission initiale et avoir, oublier de s'occuper des citoyens européens, enfin pour aller à l'essentiel. Et quand Emmanuel Macron fait un premier discours à la Sorbonne, il y a 4 ans maintenant, ou 6 ans, un deuxième discours hier, toujours à la Sorbonne, j'ai parfois l'impression qu'il s'adresse à lui-même plus que aux Français et aux Européens. Alors certes, dans la salle, il y avait les 26 ambassadeurs de l'Union européenne qui composent avec la France l'Union européenne, mais tout ce qu'il propose, c'est plus de parler sur l'après-élection européenne, la Commission européenne qui va sortir des prochaines élections. Je pense que, en fait, c'est moi l'Europe, quoi. Emmanuel Macron, c'est moi l'Europe. Et dans beaucoup de capitales, ça énerve aussi. Parce que finalement, ce grand discours, c'était pas qu'à lui de le faire. Ils auraient dû, à la limite, se concerter avec Olaf Scholz, le chancelier allemand, peut-être le premier ministre polonais, Donald Tusk, qui a été président du Conseil de l'Union européenne et dont la Pologne est très inquiète par le comportement de la Russie. Donc, par exemple, ce discours de la Sorbonne, ça aurait eu de la gueule s'il l'avait prononcé avec Olaf Scholz et Donald Tusk. Et là, ça aurait fait bouger les lignes. Et là, c'est moi l'Europe. Et finalement, quid ensuite? Et enfin, sur les élections européennes, je voudrais redire, il y a dans ce que dit Emmanuel Macron des choses évidemment très importantes. J'espère que l'élection européenne va aussi se jouer sur des vrais enjeux de fond pour l'Europe. Doit-on continuer à soutenir l'Ukraine? Quels sont les enjeux de protection de l'Europe par rapport à la concurrence déloyale de beaucoup de pays? J'espère que ce sera aussi un des enjeux. Et là-dessus, évidemment, Emmanuel Macron a donné plus que des pistes hier. Un auditeur fidèle me dit enfin, on parle d'Europe et il était temps pour cette campagne des européennes. C'est vrai que les différents candidats parlent assez peu d'Europe, sont assez peu audibles en tout cas sur le sujet. Pascal. Oui, c'est intéressant. Vous savez que je suis pas un fervent supporter d'Emmanuel Macron et pour le coup, c'est assez intéressant de voir que au lieu aujourd'hui de réagir, ce qu'on fait nous et de façon très intéressante, je trouve, sur le fond de ce discours qui m'a semblé vraiment très intéressant. Et d'accord, ça aurait été mieux s'il y avait eu le chancelier allemand et le président polonais, mais au moins il l'a fait, voilà, et ne lui reprochons pas de prendre l'initiative sur des points qui sont extrêmement lourds pour demain, pour dès aujourd'hui. Il y a des enjeux capitaux aujourd'hui qui se posent à l'Europe et c'est vrai que on lui reproche de pas avoir été assez électoraliste ou d'avoir été trop électoraliste selon qui. Mais finalement, il y a très peu de débats sur ce qu'il a vraiment dit. Et ce qu'il a vraiment dit, c'était important. C'est effectivement l'Europe est mortelle, l'Europe est en danger. Et pourtant, elle a su réagir quand même à certains moments récemment, la période du Covid, la guerre en Ukraine, etc. Donc, il y a le ferment en Europe. Il y a les bases qui existent pour que l'Europe soit forte et il n'est pas trop tard pour réagir. Oui, sauf qu'au-delà des mots, comment on fait cette Europe de la défense en particulier qui n'a jamais fonctionné et dont qu'il appelle de ses voeux. Oui, mais comme le dit Pascal, d'un côté l'Europe est mortelle, de l'autre c'est vrai que jamais l'euroscepticisme a été aussi faible en France. Dans la campagne de 2018-2019,
ont testé le souhait chez les Français d'un Frexit, on avait presque une personne sur deux, 40-45% qui disaient oui, il faut quitter l'Union européenne. Là maintenant, on est à peine à 15-20%. Les Français ont vu, comme vous le dites, l'Europe agir plus ou moins bien pendant le Covid, pendant l'Ukraine. Une donnée quand même absolument stupéfiante de mes confrères Kantar sur l'Eurobaromètre, la grande enquête européenne qui est faite tous les 6 mois, je crois, par la Commission, par l'Union européenne. Pour la première fois depuis 30 ans, il y a davantage chez les Français de bonnes que de mauvaises opinions sur la Commission européenne. Donc il y a toujours l'image de l'Europe bureaucratique, distante. On l'a vu pendant la crise agricole, mais les c'est Français. Presque un scoop, ça. Ça date du mois de juin. C'est presque un scoop. Voit l'Europe, et c'est vrai qu'il y a une tension entre les dangers qui passent l'Europe et entre cette campagne européenne électorale, où effectivement les enjeux nationaux aujourd'hui semblent prendre le dessus, mais les candidats, Valérie, parlent d'Europe, mais on ne les entend pas. On ne les entend pas. Et ce que dit Frédéric est très important par rapport à ce que disait Pascal tout à l'heure. Vous disiez que vous ne pensez pas que Marine Le Pen, c'est un vote d'adhésion. Enfin, ce serait des études d'adhésion, mais c'est plus peut-être par dépit, parce qu'il n'y a pas d'autres offres qui séduisent les Français. Et je pense effectivement que les Français restent profondément européens, par exemple. Et que Marine Le Pen, elle n'est pas claire sur ces questions. Alors, elle prétend ne plus être pour la sortie de l'euro et la sortie de l'Union européenne, mais la réalité, c'est que son programme, à mon avis, il reviendrait in fine. Donc je pense que les choses sont pas données, et je pense qu'Emmanuel Macron est convaincu qu'en fait, en faisant de grands discours sur l'Europe, en fait, il vise quand même les Français. Il s'adresse aux Français, parce je pense qu'il doit être bien informé comme Frédéric, et que l'adhésion à l'Europe est beaucoup plus importante que ce que le discours ambiant laisse croire. Bien sûr. Quelques mots sur le soutien de Gérald Darmanin aux maires qui ont décidé d'instaurer des couvre-feux. C'est pas un aveu d'échec aussi, quelque part, que ces couvre-feux pour lesquels on peut être tout à fait pour, en particulier pour les enfants de moins de 13 ans. On sait que le Conseil d'État avait retoqué déjà une décision de Robert Ménard sur le sujet, mais on en est là aujourd'hui à être obligé de mettre des couvre-feux en France, Nicolas Corateau. Alors, moi j'ai une opinion et puis j'ai une volonté un peu sur le sujet. Je suis très surpris de la passivité de l'opinion publique par rapport à cet état de fait et le fait que ça ne suscite aucun débat. Finalement, comme si l'outil du confinement et du couvre-feu était devenu un outil banal dans une démocratie comme la nôtre. Je reviens pas sur le débat de la délinquance des mineurs et des enfants. C'est le sujet. Non, ça Nicolas, en disant ça, vous évacuez complètement. C'est pour moi d'abord, ça devrait être d'abord un sujet de liberté publique et individuelle. Mais c'est pas une question d'état de droit, parce qu'aujourd'hui, qu'un enfant n'aille pas dehors la nuit. C'est le sujet de la délinquance des mineurs. Demain, ce sera un autre sujet. Pour les Jeux Olympiques, je vous rappelle quand même que pour les Jeux Olympiques, on est en train de mettre en place tout un pan de droit pénal extraordinaire. C'était dans ce pays, pareil, sans aucun débat public ni réaction de l'opinion publique. Ce qui me questionne, c'est pas la cause, c'est les solutions qu'on nous propose, quels qu'en soient les effets, qui sont des solutions extraordinaires par rapport au droit pénal et aux droits et libertés fondamentales. Moi, le fait qu'on ne discute pas et qu'on se gargarise de mots sur le fait qu'on confine des populations, quelles qu'elles soient, jeunes, moins jeunes, mineurs, majeurs, et quelles que soient bien sûr, toujours les très bonnes raisons qui justifient ces choix, ça m'interroge sur notre capacité à nous, citoyens, de nous indigner. Bon, enfin, vous êtes dans l'intellectuel le plus... Non. Pour le coup, c'est très concret. Et qu'est-ce qu'on fait d'enfants de 13 ans dans la rue ? Mais il y a plein de sujets sur les enfants de 13 ans. Ce qui m'interroge, c'est que nous, adultes, citoyens, on se dise pas, tiens, quand même, c'est quand même étrange qu'on sorte ces solutions-là, qui sont des solutions quand même extrêmement sévères, qui vont concerner de manière généralisée toute la population. C'est-à-dire que parce que quelques gamins mettre le bazar dans des cités ou dans des quartiers populaires, on va confiner toute la jeunesse d'un territoire, ça devrait nous interroger. Et je dis ça parce que demain, il faudra le savoir, peut-être que c'est nous qui serons confinés pour d'autres raisons, qui seront là aussi de très bonnes raisons. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Nicolas. Effectivement, l'interdiction, c'est toujours la dernière
la dernière des solutions à aller chercher et c'est certainement pas la solution pérenne et la solution à encourager et qu'il n'y ait même pas de débat. C'est surtout ça, effectivement, qu'il n'y ait pas d'indignation, qu'on accepte tout ça de façon extrêmement passive. C'est ça qui est inquiétant. Moi, pour ma part, je défends l'idée d'un débat parlementaire sur la question. Parce que je pense qu'il faut protéger les enfants qui sont dehors après 23h. Ça n'est pas normal que les enfants soient dehors. Si les parents ne sont pas capables de gérer leurs enfants ou si leurs enfants manquent de respect de leurs parents au point de sortir et de leur dire à leurs parents, je suis désolé, je fais ce que je veux, parce que c'est ça la réalité, et il faut que la puissance publique intervienne davantage. C'est malheureux, mais c'est nécessaire. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est Alexis Poulain qui sera avec vous. Très bon week-end sur Sud Radio. Au revoir, merci. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.